Le soleil tombe, la salle se fige, d'un seul mouvement. Devant des femmes venues de 60 pays, l'appel écarte l'apparat. Il dénonce pauvreté, discrimination et exil, rappelle des enfants perdus et une industrie qui stagne, puis ramène tout à la chaîne, agriculture, transformation, production, distribution, au quotidien. Qu'est-ce que cela change, ici et maintenant, pour celles des zones rurales comme des villes ? Quand Ibrahim Traoré affirme qu'on ne peut plus attendre l'aide extérieure tout en réclamant aussi des appuis réels pour ne pas les laisser seuls. Sans ce basculement, la souveraineté reste un slogan. Il faut comprendre ce que promet le contenu source, sans lui ajouter de faits. Ce que cela apporte, c'est de pouvoir lire des implications concrètes, sans slogan ni embellissement. Le récit propose un pacte simple, partir des mots prononcés devant un public immense, puis descendre vers ce qu'ils exigent dans la vie réelle, surtout là où les contraintes sont les plus dures. L'enjeu n'est pas de célébrer, mais de tester. Si l'on place les femmes au centre de la production et de la transformation, qu'est-ce qui doit bouger dès maintenant dans l'accès à l'eau, à la terre, aux outils, à la formation et aux mécanismes de soutien ? Le contenu source insiste aussi sur une tension, ne plus attendre l'aide extérieure tout en mobilisant coopération, donateurs et organisations pour élargir les programmes. La suite suit cette tension pas à pas, jusqu'au point où un détail devient un indicateur. La femme rurale, pivot silencieux, qui nourrit, transforme et tient la chaîne de valeur. Et si ce pivot ne bouge pas, que reste-t-il de l'unité annoncée ? La scène donne déjà un indice d'échelle. 60 pays cités, des milliers de femmes à l'écoute. Mais l'idée la plus insistante du discours n'est pas un chiffre. C'est un déplacement du centre de gravité, des marges vers le pilotage. Ibrahim Traoré ne parle pas aux femmes comme à un public à convaincre, mais comme à une force déjà active et pourtant reléguée. Il refuse le registre de l'hommage abstrait. Le propos commence par nommer la douleur collective. Pauvreté persistante, discrimination, enfants qui meurent, industrie décrite comme stagnante, départ risqué vers un avenir qui devrait être possible sur place. Cette énumération n'est pas décorative, elle installe le coût de l'inaction. À partir de là, le discours avance selon une logique descendante, des principes vers leurs implications, puis vers des choix concrets. Le fil central revient sans cesse. La souveraineté ne peut pas être récupérée si la dépendance à l'aide extérieure demeure, si l'unité intérieure se fracture et si la moitié des forces vives reste cantonnée à un rôle secondaire. D'où l'insistance sur un levier précis, l'agriculture, la transformation des matières premières, la production et la distribution, en priorité dans les zones rurales. Le message n'isole pas l'économie du social, il les relie. Nourrir, transformer, approvisionner le marché intérieur deviennent des actes politiques au sens strict. Un glissement s'opère alors. L'appel cesse d'être moral pour devenir opératoire. Les femmes sont présentées comme capables d'aplanir des conflits, de rapprocher des sociétés fragmentées par la religion, la culture et la langue. Cette capacité n'est pas décrite comme un trait symbolique, mais comme un effet de réseau, coopération, formation, circulation de méthodes. À ce stade, Ibrahim Traoré installe une tension structurante. Proclamer l'autonomie, tout en réclamant des appuis, pour ne pas laisser les femmes, surtout rurales, seules face aux contraintes matérielles. La mini-révélation tient là. La souveraineté est traitée comme un résultat à fabriquer, et la femme rurale comme l'indicateur qui dira si la trajectoire change réellement. Le discours installe un personnage guide collectif, sans le nommer comme tel. Il s'agit de la femme africaine, surtout celle des zones rurales, décrite comme le point d'appui le plus décisif quand il est question de produire, transformer et faire circuler la valeur. À travers elle, la scène cesse d'être symbolique et devient un test de réalité. Un premier micro-cas apparaît. Rural. Une productrice travaille au plus près des matières premières. Elle cultive, puis transforme lorsque l'infrastructure existe et lorsque les outils ne manquent pas. Dans la logique du contenu source, c'est ici que la promesse se vérifie, créer des espaces de production, permettre l'accès à l'eau et aux instruments, puis relier ces efforts à une chaîne de valeur qui ne s'arrête pas au village. L'impact précoce n'est pas une rupture spectaculaire. C'est la capacité de produire, de transformer, puis d'écouler sans attendre une aide extérieure. Un second microcadre prolonge ce mouvement, côté urbain.
Une entrepreneur est présentée comme la continuité du rural, non comme son opposé. Elle amplifie la transformation, structure la distribution et ouvre la possibilité d'aller au-delà du marché local. Le discours insiste sur l'esprit d'entreprise, l'accès au financement et des mécanismes dédiés pour permettre ce passage d'échelle. Entre ces deux figures, un lien se tisse. La chaîne agricole, industrielle et commerciale devient un continuum. Les effets précoces sont modestes mais lisibles. Nourrir le marché intérieur, réduire la dépendance et créer des points de stabilité là où l'attente dominait. L'idée est simple, si cette chaîne tient, l'unité cesse d'être abstraite. Avant, le discours parle d'attente. Attente de l'aide extérieure, attente d'un déclic venu d'ailleurs, attente que les conditions s'alignent sans toucher aux maillons fragiles. Puis le ton tranche, l'attente doit finir. Ibrahim Traoré ouvre la séquence par une rupture nette. Il ne se contente pas d'exhorter. Il recompose l'ordre des priorités. D'abord, il rappelle la scène et son poids symbolique. Une salle pleine, un silence dense, des femmes venues de 60 pays. Ensuite, il nomme ce qui bloque. Pauvreté persistante, industrie qui stagne, exil risqué, dépendance prolongée. Ce rappel sert d'activation. Il prépare le passage du constat à l'action, vient le mouvement central, le discours quitte l'adresse générale pour entrer dans une mécanique lisible. Agriculture, transformation, production, distribution. La chaîne est énoncée comme une route à emprunter, non comme un idéal abstrait. Le point de bascule se situe là. L'industrialisation n'est plus projetée depuis les capitales, mais depuis les zones rurales. Ibrahim Traoré insiste sur ce renversement. Il affirme que la différence se fait au plus près des ressources, là où les femmes produisent déjà, souvent sans reconnaissance ni moyens suffisants. À partir de ce pivot, les annonces s'enchaînent. Créer des espaces où produire et transformer des matières premières. Déployer des programmes de formation professionnelle. Faciliter l'accès aux technologies et aux outils nécessaires pour entreprendre, mettre en place des mécanismes de soutien, promettre des politiques publiques d'accompagnement avec une attention particulière pour les femmes rurales. Le discours se durcit, il ne s'agit plus de paroles, mais d'actes attendus. La réplique financière arrive ensuite. Des programmes de soutien sont évoqués, ainsi que des prêts préférentiels et des fonds d'investissement dédiés. L'objectif est répété avec insistance, permettre d'emprunter, de créer une activité, puis de la développer. L'argent n'est pas présenté comme une fin, mais comme un levier conditionnel. Sans compétences, sans accès à l'eau, à la terre et aux outils, le financement reste inefficace. Une autre réplique, plus délicate, s'installe alors. Ibrahim Traoré affirme ne pas pouvoir agir seul. Il appelle à la coopération avec des gouvernements, des organisations internationales, des donateurs et des ONG. Cette ouverture n'annule pas l'appel à l'autonomie, elle le complique. Le discours tient ensemble deux exigences. Ne plus dépendre du dehors, tout en mobilisant des soutiens pour ne pas laisser les femmes isolées face aux contraintes matérielles. Enfin, la séquence s'élargit. Le cadre national est dépassé, l'unité continentale est posée comme condition. La fragmentation est nommée, différence de culture, de langue, de religion, méfiance accumulée. Et une idée revient, insistante. Les femmes peuvent aplanir ces fractures par des réseaux de coopération et par la formation. Après ce passage, rien n'est plus immobile. La promesse a changé de statut, elle appelle désormais une vérification. Le raisonnement change de registre. Avant, le discours posait une attente diffuse. Après, il décrit un déplacement mesurable par l'usage. La base est claire. Sans accès effectif à l'eau, à la terre et aux outils, la production reste fragile. Sans espace de transformation, la valeur s'échappe. Sans formation professionnelle applicable, l'effort ne se transmet pas. C'est ce socle que le contenu source traite comme un point de départ, non comme un horizon lointain. Le passage est net, on quitte l'abstraction pour une logique de condition. Premier élément de preuve, les espaces de production et de transformation. Le discours ne parle pas d'idéaux industriels, mais de lieux concrets où les matières premières peuvent être transformées pour le marché intérieur. La différence se lit dans le quotidien, produire, transformer, stocker, puis écouler sans dépendre immédiatement d'un appui extérieur. Ce changement ne promet pas une révolution instantanée, il promet une continuité là où dominait la rupture. Deuxième élément, la formation professionnelle. Elle est présentée comme un levier transversal. Former ne signifie pas seulement apprendre un geste technique. Cela implique d'organiser le travail, de gérer une activité et de maintenir une qualité suffisante
pour tenir dans la durée. Le discours insiste sur la répétition et la transmission. Une formation isolée ne suffit pas. Une formation régulière crée une capacité. La preuve attendue n'est pas un diplôme, mais une pratique qui se stabilise. Troisième élément, le financement ciblé. Prêts préférentiels, fonds dédiés, programmes de soutien sont cités comme des mécanismes précis. Leur rôle est encadré. Ils ne remplacent ni l'accès aux ressources, ni les compétences. Ils servent à déclencher ou à amplifier une activité déjà appuyée sur des bases matérielles. Dans cette logique, l'argent devient un accélérateur conditionnel, pas une solution autonome. Quatrième élément, les infrastructures de base. Accès à l'eau propre, accès à la terre, accès aux outils de production, le contenu source les traite comme des prérequis d'observables. Si ces accès restent théoriques, la production et la transformation restent limitées et l'autosuffisance demeure hors d'atteinte. La cohérence se mesure ici par l'usage quotidien, non par l'annonce. À ces éléments s'ajoute une tension centrale. Ibrahim Traoré affirme qu'il ne faut plus attendre l'aide extérieure tout en appelant à une coopération avec des organisations internationales, des donateurs et des ONG. Cette coexistence n'est pas présentée comme une contradiction à résoudre par un slogan. Elle est décrite comme une phase à tenir. L'autonomie est visée, le soutien est mobilisé pour éviter que les femmes, surtout rurales, ne portent seules le poids de la transition. La preuve globale n'est donc pas un chiffre unique. C'est un faisceau de signes, des lieux qui fonctionnent, des formations qui se répètent, des financements accessibles et des infrastructures utilisées. Si ces signes apparaissent ensemble, la trajectoire change. S'ils restent dispersés, la promesse se dilue. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré lie la souveraineté à une série de décisions visibles, et non à une déclaration finale. La question devient alors simple. Ces conditions se mettent-elles réellement en place, là où les contraintes sont les plus fortes ? Deux objections majeures émergent quand on lit le discours sans indulgence. Une première objection peut surgir. L'ambition paraît disproportionnée. Demander aux femmes, surtout dans le milieu rural, de porter à la fois entre la production, la transformation, la cohésion sociale et même l'unité continentale peut sembler excessif. Les obstacles décrits par le contenu source sont lourds, manque d'infrastructures, accès limité à l'eau et à la terre, financement difficile, fragmentation culturelle et politique. Dans cette lecture, le discours chargerait un groupe déjà sous pression d'une mission presque impossible, au risque de déplacer la responsabilité plutôt que de la partager. Une deuxième objection peut surgir. La tension entre autonomie proclamée et soutien extérieur requis peut être lue comme une contradiction. D'un côté, il est affirmé qu'on ne peut plus attendre l'aide extérieure. De l'autre, le discours appelle explicitement à la coopération avec des gouvernements, des organisations internationales, des donateurs et des ONG. Pour certains, cette coexistence fragilise le message. Comment parler de souveraineté tout en reconnaissant une dépendance persistante aux appuis extérieurs ? La réponse du contenu source ne nie pas ces critiques, elle les contourne par la structure même du raisonnement. D'abord, le rôle attribué aux femmes n'est pas présenté comme un fardeau isolé, mais comme un point d'appui. Le discours ne dit pas qu'elles doivent tout faire seules. Il décrit des mécanismes, des politiques et des programmes censés modifier l'environnement dans lequel elles agissent. La responsabilité est distribuée, État pour les infrastructures, dispositifs publics pour la formation, mécanismes financiers pour l'accès au capital, coopération régionale pour l'échelle. Ensuite, la tension autonomie-soutien est assumée comme transitoire. Ibrahim Traoré ne parle pas d'une rupture immédiate avec tout appui extérieur. Il décrit un passage. Utiliser des soutiens pour construire des capacités internes, puis réduire progressivement la dépendance. Dans cette logique, la coopération n'est pas une fin, mais un levier temporaire. Enfin, le discours déplace le critère d'évaluation. Il ne demande pas d'y croire. Il invite à observer. Si l'accès à l'eau, aux outils et à la formation progresse réellement pour les femmes rurales, alors l'ambition gagne en crédibilité. Si ces conditions ne changent pas, la critique reprend toute sa force. Tout se joue donc dans l'exécution, pas dans l'intention. Ce point marque un retournement discret mais décisif. Jusqu'ici, le discours pouvait être entendu comme une grande exhortation collective. À partir de ce milieu de parcours, il se lit autrement,
comme un système de tests concrets. La femme rurale n'est plus seulement une figure mise en avant, elle devient un indicateur. Si sa capacité d'agir augmente, la trajectoire avance. Si elle reste bloquée, tout le reste ralentit. Ibrahim Traoré opère ici un changement d'échelle sans changer de sujet. Il ne parle plus d'idéaux lointains, mais d'usage immédiat. Produire, transformer, distribuer. Chaque verbe renvoie à une condition matérielle observable. Eau disponible, outils accessibles, formation applicable, financement utilisable. L'unité, dans ce cadre, n'est plus un slogan de sommet. Elle se fabrique dans la continuité de ses gestes. Ce midpoint révèle aussi une hiérarchie implicite. L'industrialisation ne commence pas par de grands complexes, mais par la solidité des premiers maillons. Le marché intérieur n'est pas un résultat final, il est une conséquence. Et la coopération continentale cesse d'être abstraite quand elle s'appuie sur des chaînes locales qui tiennent. À cet endroit précis, le discours cesse de demander l'adhésion. Il propose un critère. Regardez ce qui change là où la contrainte est maximale, puis jugez le reste acétone. À partir de ce point médian, les effets annoncés cessent d'être théoriques. Ils se déclinent différemment selon la place occupée dans la société, et c'est là que le discours de Ibrahim Traoré cherche à être jugé. Pour les gouvernements et institutions publiques, la première conséquence est une obligation de cohérence. Promettre des programmes implique de produire des mécanismes visibles sur le terrain. Formation professionnelle, accès à la technologie, création d'espaces de production et de transformation. Ces annonces deviennent des engagements vérifiables. Le discours pousse aussi à un arbitrage politique clair. Investir dans des infrastructures utiles au quotidien, eau, outils, accès aux ressources, plutôt que multiplier des objectifs sans conditions matérielles. Enfin, l'appel à l'unité transforme la souveraineté en test de gouvernance. Réduire la fragmentation ne se décrète pas, cela se construit par des cadres qui rendent la coopération praticable. Pour les entreprises, l'entrepreneuriat et le financement, l'effet est un déplacement de la notion d'opportunité. Il ne s'agit plus seulement de créer des entreprises isolées, mais de consolider une chaîne de valeur complète, du produit agricole à la transformation, puis à la distribution. Les prêts préférentiels et fonds dédiés sont présentés comme des leviers, à condition d'être accessibles et accompagnés. Le discours invite aussi les acteurs urbains à jouer un rôle de continuité du rural, en transformant l'offre locale pour le marché intérieur, puis en capacité de franchir des frontières. Sans compétences ni accès aux ressources, toutefois, le capital seul ne produit pas l'effet attendu. Pour les citoyennes et citoyens, surtout en milieu rural, la conséquence annoncée est d'abord une revalorisation du travail invisible. Les femmes ne sont plus décrites comme des bénéficiaires passives, mais comme des actrices centrales de la production et de la transformation. Concrètement, cela signifie que produire et transformer peuvent devenir des voies de revenus et de stabilité, à condition d'avoir de l'eau, des outils et une formation utilisable. Le discours implique aussi un changement social plus large, accepter que les femmes occupent davantage l'espace économique et public. Ici, la dignité est un indicateur clé. Réduire l'exil risqué suppose que l'avenir devienne crédible sur place. Pour la région, la coopération continentale et les partenaires, l'effet est une logique de réseau. Coopération entre pays, mais aussi entre femmes de différents pays pour échanger des méthodes, structurer des filières et faire circuler la valeur. Ibrahim Traoré pose cependant un paradoxe opératoire, ne plus dépendre du dehors tout en recherchant un appui extérieur pour élargir et rendre efficaces les programmes. Cette tension oblige à clarifier les rôles, soutien comme levier temporaire, pilotage local comme condition de souveraineté durable. Au total, le discours produit un effet de miroir. Chaque groupe est renvoyé à ce qu'il peut réellement faire et à ce qu'il doit changer. La souveraineté n'apparaît plus comme un horizon abstrait, mais comme une somme de décisions concrètes distribuées entre acteurs. Le discours ne promet pas une trajectoire automatique. Il dessine un ensemble de conditions dont les effets peuvent diverger selon leur mise en œuvre. Dans un scénario de base, de continuité encadrée, les mécanismes annoncés existent, mais avancent par à-coups. Des espaces de production et de transformation apparaissent de manière inégale. La formation professionnelle progresse, mais reste partielle. Les prêts préférentiels et fonds dédiés permettent des démarrages surtout en milieu urbain,
tandis que les zones rurales avancent plus lentement à cause des contraintes d'eau, d'outils et d'accès aux ressources. Dans ce cadre, l'unité progresse par coopération locale sans basculement d'ensemble. Dans un scénario optimiste, un effet de chaîne se déclenche. Si l'accès à l'eau, à la terre et aux outils s'améliore réellement en milieu rural, alors la production et la transformation gagnent en régularité. Si la formation est pratique et continue, alors les femmes peuvent consolider des compétences de transformation, de gestion et d'organisation. Si le financement est accessible et accompagné, alors l'entrepreneuriat cesse d'être déclaratif et devient un tissu d'activités relié au marché intérieur. La coopération entre femmes de différents pays joue alors un rôle de relais par l'échange de méthodes et la circulation d'opportunités. Dans ce cas, Ibrahim Traoré verrait son appel se traduire en dynamique observable. Dans un scénario défavorable, la promesse reste fragmentée. Les programmes demeurent largement déclaratifs. Les mécanismes financiers existent sur le papier, mais ne touchent pas les zones où les besoins sont les plus forts. Les infrastructures tardent, l'eau manque, les outils manquent, et la transformation reste limitée. L'appel à l'unité se heurte aux divisions décrites par le discours lui-même. Le risque principal n'est pas seulement l'échec économique, mais une fatigue collective face aux promesses répétées. Une lecture utile consiste à ne pas choisir un scénario, mais à suivre les conditions. Si elles changent, la trajectoire change. Le discours invite moins à prédire qu'à observer, et à ajuster les décisions en fonction de signes concrets plutôt que d'annonces générales. À ce stade, le discours se rapproche du vécu ordinaire. Il ne demande plus seulement d'adhérer à une vision, mais de se situer par rapport à ce qui devient possible ou non dans la vie réelle. Pour celles et ceux qui vivent dans milieu rural, l'impact évoqué est d'abord matériel. Si l'accès à l'eau, à la terre et aux outils se renforce, alors la production et la transformation cessent d'être des efforts isolés. Elles deviennent une activité qui nourrit, qui stabilise les revenus et qui peut s'inscrire dans la durée. La formation professionnelle prend ici un sens précis, transformer des savoir-faire dispersés en compétences transmissibles capables de soutenir une activité régulière. Le discours suggère que la dignité ne se mesure pas à la reconnaissance symbolique, mais à la capacité de tenir sans dépendre en permanence d'un secours extérieur. Pour les personnes en milieu urbain, un autre déplacement est proposé. Entreprendre ne signifie pas seulement créer une activité individuelle. Il s'agit aussi de relier cette initiative à une chaîne plus large, organiser la distribution, structurer un marché intérieur et faire circuler des produits issus de la transformation locale. Le texte invite implicitement à sortir d'une logique de rupture entre ville et campagne pour construire une continuité économique. Pour celles et ceux qui observent depuis l'extérieur, partenaires ou citoyens éloignés du terrain, le discours propose une posture. Soutenir sans confisquer, coopérer sans imposer, renforcer des programmes sans remplacer la décision locale. Cette attitude est présentée comme une condition pour que l'autonomie proclamée ne soit pas vidée de son sens. Au fond, le message touche chacun à un niveau différent. Il transforme une exhortation collective en une série de gestes possibles, modestes mais répétés, qui donnent corps à l'idée d'unité. À ce stade, le discours peut se traduire en une séquence d'actions lisibles, sans ajouter de faits extérieurs. Ibrahim Traoré insiste sur un passage précis. Quitter les mots pour organiser des actes observables. D'abord, il faut clarifier la cible et les priorités. Les acteurs principaux sont les gouvernements et les mécanismes publics. L'action attendue consiste à identifier en priorité les femmes des zones rurales et les maillons les plus bloqués de la chaîne production-transformation. Le progrès se mesure simplement des besoins cartographiés, des zones ciblées et des priorités rendues publiques et compréhensibles. Ensuite, il s'agit d'ouvrir des espaces de production et de transformation. Les autorités locales, les dispositifs publics et les communautés sont concernés. Il s'agit de créer des lieux fonctionnels où les matières premières peuvent être transformées pour le marché intérieur. Le critère n'est pas l'annonce, mais l'usage. Des espaces fréquentés, équipés et reliés à une distribution minimale. Puis vient le déploiement de la formation professionnelle. Les centres de formation, les programmes publics et les partenaires sont mobilisés. L'objectif est de transmettre des compétences directement applicables. Transformation, organisation du travail, gestion de base.
La mesure repose sur la régularité et la continuité, non sur des sessions isolées. Après cela, il faut rendre le financement réellement accessible. Les mécanismes financiers, fonds dédiés et prêts préférentiels doivent être utilisables sans barrières excessives. L'indicateur clé est la capacité à emprunter, démarrer et maintenir une activité, avec un accompagnement au début du parcours. Enfin, il faut sécuriser les prérequis matériels et organiser la coopération. Accès à l'eau, à la terre et aux outils, puis coopération avec organisations et partenaires sans diluer le pilotage local. Ici, Ibrahim Traoré relie autonomie, visée et soutien mobilisé. La feuille de route est simple dans sa forme, exigeante dans son exécution. Elle fournit un critère. Ce qui avance sur le terrain vaut plus que ce qui est proclamé. On revient à la figure discrète qui traversait le récit depuis le début, cette femme qui travaille au plus près de la terre, qui produit, transforme et nourrit, souvent sans reconnaissance proportionnée à son rôle. Au fil du discours, elle a cessé d'être une image, elle est devenue un point de vérité. Le message opère alors un retour circulaire. Si cette femme gagne réellement l'accès à l'eau, aux outils, à la formation et aux mécanismes de soutien, alors la promesse change de nature. Elle cesse d'être lointaine. Elle devient mesurable. Si, au contraire, elle reste seule face aux mêmes contraintes, l'appel à l'unité se dissout dans le quotidien. Ibrahim Traoré utilise ce retour pour refermer la boucle. L'unité n'est pas décrite comme un sommet politique, mais comme une discipline collective. Elle se construit dans la continuité des chaînes de valeur, du champ au marché intérieur, puis au-delà. Elle repose sur des actes répétés, pas sur une déclaration finale. Une phrase résume ce déplacement. Une promesse sans outil n'émancipe personne. C'est là que le discours cherche à toucher, non par l'émotion brute, mais par un critère durable. Regardez ce qui change pour celles qui tiennent déjà les familles et les communautés, puis jugez le reste à cette aune. La conclusion ne cherche pas l'adhésion immédiate. Elle propose une manière de regarder ce qui vient. Le discours invite à déplacer l'attention des formules vers les signes concrets. Observez ce qui change dans l'accès à la formation, à l'eau, aux outils, au financement. Regardez si les espaces de production et de transformation existent réellement, là où les contraintes sont les plus fortes. Évaluez si la coopération annoncée renforce les capacités locales ou si elle les remplace. C'est à ce niveau que l'appel prend sens ou se vide. Ibrahim Traoré ne ferme pas le récit par une certitude. Il laisse un critère ouvert, presque une méthode. Jugez la souveraineté non par les déclarations, mais par ce qui devient possible pour celles qui produisent, transforment et innovent déjà. Jugez l'unité non par les sommets, mais par les réseaux praticables qui tiennent dans la durée. La question finale reste volontairement simple. Parmi les leviers évoqués, formation, financement, infrastructure, coopération, lequel vous semble le plus décisif aujourd'hui? Et surtout, quels signes concrets vous convaincrez que cet appel commence réellement à se traduire en réalité, dans les campagnes comme dans les villes?